Merci d'être avec nous pour cette édition. À la une de l'actualité, la chaleureuse poignée de main entre Aliko Dangote et Patrice Talon. Le plus grand fortuné du continent a été reçu en audience par le chef de l'État béninois hier. C'est un acte fort au regard des relations tendues entretenues par les deux hommes ces dernières années. Fini les divergences donc. Le sourire partagé par l'homme d'affaires nigérian et le président de la République béninois témoigne aussi de la vitalité redonnée à la coopération entre le Bénin et son grand voisin de l'Est. À l'hémicycle, hier, la représentation nationale a passé le système de santé béninois au scanner. Les députés ont relevé les insuffisances du plateau technique, le déséquilibre de la disponibilité en soins de qualité en fonction des zones géographiques. Les débats ont eu lieu après les éclairages apportés par le ministre de la Santé aux questions orales de Dak Bessossou sur les prestations offertes au CNHU de Cotonou. Détail à suivre. Fin du projet Activité de services de santé intégrés, IHSA, se referme après un quinquennat meublé de résultats élogieux. Plus de 800 000 personnes dans les domaines de la santé maternelle, infantile et adolescente impactées. La cérémonie de clôture a eu lieu hier à Pobé dans le plateau. Bonsoir à tous. L'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote a été reçu hier par le président de la République. L'opérateur économique a eu de longs moments d'échange avec Patrice Talon ce mercredi. L'information dévoilée aujourd'hui par la présidence de la République du Bénin n'a pas donné assez de détails sur les sujets de discussion. Précision de Leroux Bellou. Les images disent tout. Le sourire aux lèvres du chef de l'État béninois et son hôte témoignent de l'ambiance qui a prévalu à la marina au cours des échanges. Les photos donnent à voir un scénario longtemps espéré. Main dans la main, Talon et Dangote descendant les marches quelques pas en avance sur les autres officiels ayant assisté à la rencontre. On y voit le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadagne, et le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Ajadi Bakari. D'autres images dévoilées sur la page Facebook de la présidence de la République. L'Est illustre la poignée de main entre le chef de l'État et la première fortune du continent. La visite tourne les pages d'une relation pas assez gaie entre Aliko Dangote et Patrice Talon. Elle intervient après une série de rencontres entre le président de la République du Bénin et Bola Tinubu, le nouvel homme fort d'Abuja. Le ministre des Affaires étrangères a fait le point des deux rencontres d'intégration sous-régionale auxquelles le Bénin a participé en ce début de mois de juillet. Il est revenu en détail sur les conclusions du sommet extraordinaire de l'UEMOA et du sommet ordinaire de la CEDEAO tenu à Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau. En cours des travaux, le chef de l'État béninois a suggéré l'introduction des réformes au sein de l'Union économique et à la Commission. Il a été instruit pour réfléchir sur ces questions proposées par le président béninois. Du côté de la CEDEAO, Patrice Talon fait partie du trio de chefs d'État devant conduire dans une soixantaine de jours les propositions de mesures dans la communauté contre l'ampleur de la menace sécuritaire de l'espace. Le point a été fait hier par le ministre des Affaires étrangères à Cotonou. Olusegun Ajadi Bakari est revenu aussi sur l'intégration du Mali désormais dans les instances dirigeantes de l'UEMOA. On l'écoute. L'objectif principal, c'était d'avoir une revue globale de la situation de notre zone monétaire. Vous savez que cette zone, elle est importante parce que c'est la monnaie que nous partageons en commun avec les 8 autres pays, de l'UEMOA. Les chefs d'État ont eu des rapports, en fait, une analyse globale de la situation économique de l'Union. Et la conférence est notamment félicitée de la résilience de nos économies, des économies de la zone, dont le taux de croissance est prévu aux alentours de 7% pour 2023, et a également pris note des multiples efforts déployés par les États membres pour préserver le pouvoir d'achat des populations face au renchérissement en fait, des coûts des produits alimentaires. Une décision importante en fait, qui a été prise par la conférence des chefs d'État, c'est celle de la levée de la suspension des organes et institutions de l'UEMOA qui pesait jusqu'à présent sur le Mali. Donc les chefs d'État ont décidé que le Mali réintègre
pleinement les institutions, les différents organes en fait du LEMOA. Je pense que c'est un point important. En ce qui concerne les réformes, parce qu'il y avait un certain nombre de discussions autour de réformes autour du fonctionnement en fait de nos instances, le président de la République, le président Patrice Talon a défendu et a porté auprès de la conférence des chefs d'État la nécessité pour nous aujourd'hui, après un certain nombre d'années de fonctionnement, de pouvoir revoir et harmoniser en fait le fonctionnement et les textes qui régissent notre union. Il a été demandé au président de la Commission et aux différentes instances de la Commission de faire un travail de toilettage et d'harmonisation de nos textes. Et le dimanche, il y a eu le sommet ordinaire de la CEDEAO. Le premier point, c'est sur les défis sécuritaires. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un des principaux challenges que nous rencontrons dans la sous-région aujourd'hui. Et donc, de ce fait, il a été décidé par la conférence des chefs d'État de mettre en place une troïka présidentielle constitué des présidents général Ambalo de Guinée-Bissau, du président Bola Ahmed Tinubu du Nigeria et du président Patrice Talon du Bénin. Cette troïka présidentielle va travailler et revenir sous 60 jours avec un plan d'action concret sur la question de la monnaie unique, qui est une question également importante. Les chefs d'État ont pris acte du fait que nous avons connu un certain retard, en fait, dans la mise en œuvre de cette monnaie commune. La conférence des chefs d'État a décidé de confier la présidence au président Bola Ahmed Tinubu, qui est donc désormais le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. D'un membre du gouvernement à un autre, le ministre de la Santé était hier à la barre parlementaire pour répondre aux questions des députés sur la qualité des prestations du CNHU Ubek-Koutoukou Maga de Cotonou. Benjamin Ronkwati a étalé à l'occasion les actions du gouvernement depuis 2016, tout en reconnaissant la nécessité de poursuivre ces actions pour résorber les problèmes qui subsistent. Suivez ici l'essentiel de ces réponses présentées aux élus de la nation. Par rapport aux dialyses, je l'ai dit, ce n'est pas parfait. Nous avons tous des dialysés dans nos familles. J'en ai, vous en avez. Et nous souffrons de leur situation. Aujourd'hui, le gouvernement a fait un effort incommensurable pour pouvoir mettre des appareils de dialyse ouverts, neufs, au niveau de ces hôpitaux pour déjà casser le coût de la dialyse. Quand on a des appareils ouverts, le coût des kits diminue et on diminue le coût déjà de la dialyse. La deuxième chose, nous visons loin, nous regardons de l'avant. Et c'est pour ça que le programme, pour pouvoir mettre en place l'autogreffe, c'est-à-dire que vous avez un cousin qui est compatible, le cousin vous donne un rein et on vous implante ça. Et avec ça, votre qualité de vie est améliorée. Vous ne serez plus dialysé tous les jours, toutes les semaines, 2 fois. Mais vous vivez avec un rein d'un parent, d'un apparenté, avec quelques médicaments pour pouvoir garder ce greffon-là. C'est ça que le gouvernement vise pour le futur. Je vous en prie, nous travaillons pour le futur. Des efforts sont faits. C'est vrai que nous souffrons aujourd'hui, mais le gouvernement est en train de travailler pour que ça puisse s'améliorer. Pour ce qui concerne le service de la réanimation, ce qui est fait aujourd'hui, c'est que on n'a plus de garde malade. Lorsque le patient vient en réanimation aujourd'hui, il fait un dépôt de 200 000 francs, qu'il peut même échelonner sur des jours. Et l'ensemble du service est offert. On n'a plus à se casser la tête, donner des ordonnances, parce que des fois, ils disparaissent pendant des heures à la recherche du médicament. Aujourd'hui, tous les soins sont offerts à l'intérieur du service par les médecins et après, de façon journalière, le point de ce qui est fait est récapitulé pour que les parents puissent solder au fur et à mesure. Et lorsque nous avons des situations où les parents n'arrivent pas à solder à la fin, on ne les garde plus. On voit avec eux, lorsqu'ils ne sont pas indigents, on voit avec comment ils peuvent échelonner le paiement pour ne pas les garder otages des hôpitaux. Le chef de l'État a donné des instructions fermes par rapport à ça. Et nous nous attelons à devoir les mettre en œuvre. Et nous voulons lancer un appel à la population pour nous accompagner, que ça ne soit pas vraiment une porte ouverte pour chaque fois dire
on n'a pas les moyens et l'hôpital s'endette et la qualité des services qu'on veut offrir va s'en ressentir. Pour ce qui concerne les questions liées à l'électricité, des efforts sont faits. Là, actuellement, en dehors de ce que les hôpitaux font pour acquérir des groupes électrogènes, il y a des acquisitions de façon globale de groupes électrogènes qui sont en cours pour faire en sorte que les hôpitaux, chaque hôpital, avec un dimensionnement précis de sa capacité, son besoin, puisse disposer des groupes électrogènes pour pouvoir prendre le relais lorsque l'énergie électrique du réseau conventionnel est perturbée. Pour la question des ressources humaines, je suis médecin. Pour ceux qui me connaissent, je suis gynécologue obstétricien. Mais j'ai honte. J'ai honte de ce qui se passait dans ce pays. J'ai honte du fait que des collègues rentraient dans l'hôpital, garaient leur véhicule, sortaient par une autre porte, prenaient un Zimidian et allaient dans une clinique. Et les malades, nos chères populations venaient à l'hôpital et ne trouvaient aucun médecin. Lorsqu'on vient, on les oriente pour dire allez le voir dans telle clinique. Le gouvernement a pris la décision salutaire de suspendre pour le moment l'autorisation des exercices privés pour les agents du secteur public. Et nous l'assumons totalement. Ça a permis de contenir les agents de santé dans les hôpitaux et faire en sorte que les populations puissent trouver ces agents là où il faut. Et je voudrais profiter pour dire que le gouvernement, au-delà de ça, a lancé vraiment un vaste recrutement. 1450 agents recrutés en 2021, près de 1000 en cours de recrutement en 2023. Et en dehors de ça, nous avons un programme dénommé un programme de préinsertion des jeunes médecins, des jeunes infirmiers, des jeunes sages-femmes qui viennent de sortir. 100 infirmiers, 100 sages-femmes et 100 médecins chaque année seront enrôlés dans le programme de préinsertion. Ces jeunes vont gagner des salaires qui sont très intéressants. Ces réponses du ministre de la Santé ont suscité diverses réactions des députés. La représentation nationale en a profité pour faire un état des lieux global du secteur de la santé au Bénin. Ils ont relevé des disparités dans l'équipement des formations sanitaires, l'état du plateau technique aussi et plusieurs autres questions dans le secteur. Suivez ici quelques réactions des députés du Bloc républicain, du Parti Les Démocrates et de l'Union progressiste Le Renouveau. Merci, Monsieur le Président. À la suite du Président Hassan, je voulais saluer le gouvernement pour cette embellie qui saute aux yeux de tous et que l'on remarque. Et anticiper mes félicitations pour ce qui est en train d'être fait à Calavi, parce que par curiosité du citoyen, j'ai été déjà voir et ça augure du beau, du bon pour le pays et il faudrait pouvoir le dire, le reconnaître. Mais quand j'ai fini de dire ça, Monsieur le Président, je me demande si cette embellie n'est pas aussi valable pour les Béninois de l'intérieur, notamment ceux de la Donga. Monsieur le Président, ma jeunesse a été bercée par la télévision togolaise. Aujourd'hui, les populations de la Donga se retrouvent dans les hôpitaux de Kara et de Mangou. Lorsque, dans une vie récente, j'étais maire de la commune de Djougou, à l'occasion de la tournée administrative du chef de l'État, j'avais dit que je ne souhaitais pas tomber malade une fois à Djougou ou dans la Donga parce que je n'étais pas sûr que ce ne soit pas la loterie qui décide de mon sort. Les centres de santé au niveau de la Donga posent problème. Monsieur le ministre, nous souhaiterions que cette embellie qu'il y a au niveau du CNHU soit contagieuse et que, à l'intérieur du pays aussi, les populations puissent sentir que quelque chose est en train d'être fait. Parce que je ne trouve pas bien que jusqu'à présent, nous n'ayons pas de cardiologue dans la commune de Djougou, une commune de plus de 300 000 habitants. Le chirurgien, c'est problématique. Ce sont des questions que nous abordons souvent en privé avec le ministre, mais je ne peux pas trouver cette occasion pour ne pas appuyer mon cri de détresse et dire que je souhaite que cette embellie-là puisse aussi descendre à l'intérieur du pays. La preuve, lorsque vous avez dit les efforts qui sont en train d'être faits par rapport à la prise en charge des dialysés, j'ai vu les déserts médicaux. C'est le Mono et le Koufo et la Takora Donga. Rien n'est prévu pour ces deux départements-là. Pourquoi? Merci, Monsieur le ministre.
Et pour finir, je dirais que je suis conscient que les choses se feront à leur rythme, mais il serait bien que tous les Béninois aussi puissent avoir les avantages de l'embellie. Monsieur le ministre, les dialysés meurent tous les jours dans notre pays. J'en ai perdu il y a 2 mois. 2 dialysés qui n'ont rien. Et toutes ces dépenses reposent sur nous, principalement moi. Mais des gens qui ne sont pas bien entretenus, comment un dialysé peut quitter l'OCOSA dans ces conditions, venir faire dialyse à Cotonou, repartir, revenir, demander à un parent, un cultivateur, de dépenser 1 million de francs sur un dialysé, voire 200 000 francs par semaine. Mais parfois, ils demandent même la mort, vaut mieux mourir que de vivre. Monsieur le ministre, rien n'est encore fait par rapport au dialysé. Je vous avais vu par rapport à ça, je ne cache pas mes mots. On a eu à intervenir, on a eu à échanger, mais j'ai le cœur enragé parce que les gens souffrent. Les dialysés souffrent. Monsieur le ministre, vous savez bien que ça ne va pas au CNHU de Cotonou. Et pourquoi cacher cela au peuple? Les derniers épisodes développés au CNHU de Cotonou en disent long. Avec seulement une panne d'électricité, plusieurs morts de patients aux urgences. Beaucoup d'autres pannes d'électricité surviennent et des patients meurent et cela se passe sous silence, vous le savez. Les brûlés du drame de Dassa sont presque tous décédés. Mais on vient nous dire que tout va pour le mieux. Ce n'est pas juste. À la limite, cela frise un mépris pour la santé des Béninois que nous sommes. Je remercie le gouvernement pour les réponses apportées, mais j'avoue que ces réponses ne m'ont pas convaincue quand on sait que beaucoup de cas de blessés suite au drame de Dassa et du camp militaire de Tofor ont déjà montré les limites du plateau technique du CNHU. Je salue le gouvernement pour les efforts d'amélioration continue de la qualité des prestations au CNHU, surtout l'amélioration du plateau technique. Je me rappelle, il y a quelques années, les Béninois devraient, pour certains, se rendre à Lomé pour l'IRM. Aujourd'hui, il y a au niveau du CNHU l'IRM. Je voudrais saluer le gouvernement, surtout pour l'amélioration de la qualité au niveau des urgences. Aujourd'hui, tout Béninois de bonne foi sait qu'au CNHU, ça s'est amélioré. Tous ceux qui, dans ce pays, ont connu le CNHU il y a quelques années, qui l'ont fréquenté et qui le fréquentent aujourd'hui, faire preuve de bonne foi, ne diminue rien en nous, ça s'améliore. Monsieur le ministre, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nos enfants qui sont formés comme infirmiers adjoints chôment, alors que le besoin se fait sentir dans les centres de santé d'arrondissement et de village, s'il ne peut pas venir au CNHU. Les médecins, là, ils ont commencé par fuir le pays, même les généralistes, il faut faire attention. J'ai discuté avec des uns, il paraît que pour la dernière promotion, il y en a 10 qui sont partis à l'étranger. On risque d'avoir des problèmes. Et voilà, du retour du palais des gouverneurs. Sachez aussi que le Bénin abrite depuis ce matin la 18e Assemblée générale des cautions nationales du transit routier inter-État au sein de la CEDEAO. Les travaux prévus pour 2 jours ont mobilisé des acteurs venus de divers horizons. Ces participants sont invités à faire le bilan de leurs activités et échanger aussi sur les défis auxquels ils sont confrontés. Les réformes en cours au niveau de l'espace communautaire ont une place de choix dans les discussions, comme nous le précise ici Ingrid Day. En conclave à Cotonou, les membres de la coordination des cautions nationales du transit routier inter-État au sein de la CEDEAO passent au peigne fin leur rapport d'activité. À cette 18e Assemblée générale de l'association,
Ces participants venus de divers horizons sont également invités à réfléchir sur les nouvelles orientations à donner à leur feuille de route afin d'offrir une meilleure garantie des services. Votre présence vient témoigner l'importance qui est accordée à notre organisation et aux défis partagés d'un espace unifié fluide pour les échanges commerciaux. C'est pour cela que de notre part, nous souhaitons vivement que les délibérations de cette 18e Assemblée générale accouchent des résolutions et engagements visant la prise en charge efficace et rassurante de la garantie des opérations de transit. Vont également faire objet de discussion à cette réunion le rapport financier et la position de l'association à l'aune des réformes en cours dans le secteur, suivi de l'état de leur mise en œuvre. Vous savez que nos chefs d'État ont adopté en décembre 2021 deux nouveaux textes qui vont régir le transit communautaire avec un nouveau dispositif de garantie à partir duquel donc, nous devons nous positionner. Et il s'agira pour nous donc de voir, après une étude qui a été faite, nous avons fait l'état des lieux, nous avons fait des missions de benchmarking, nous avons réalisé une étude de faisabilité, notre positionnement, et nos présidents se sont réunis pour délibérer sur, en tout cas adopter cette étude-là et donner des orientations par rapport donc à sa mise en œuvre. Les échanges s'étendent sur 48 heures et ont mobilisé des participants venus de 10 pays membres de la CEDEAO. L'atelier des 3 projets hydrogènes financés par le Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique a été lancé cette semaine. L'activité a réuni à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM à Bomé, un parterre de scientifiques et de chercheurs. Les initiatives mises en perspective visent la promotion des ressources énergétiques dont l'utilisation va conduire à la réduction de la production des gaz à effet de serre. Imet Hélène Amoussou. Objet de débat ici, les idées ont été retenues à l'issue d'un appel à projet. Les 3 initiatives visent à développer des actions dont le but est de réduire la production des gaz à effet de serre. Dénommés projets hydrogène, ils sont financés par le Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, FNR-CIT. Les présentes assises servent de cadre officiel à la mise en route des 10 projets. Conscient des enjeux futurs, le FNR-CIT a donc sélectionné 3 laboratoires pour se lancer dans cette recherche. Il s'agit d'un premier laboratoire qui va s'occuper de la production du biohydrogène, qui sera la valorisation des déchets biodégradables en biohydrogène par le tri, le reformage du biogaz. Le laboratoire numéro 2 se chargera de la conception d'un moteur à hydrogène. Ce laboratoire nous permettra donc de valoriser l'hydrogène de la biomasse, donc à transformer les moteurs à combustion afin d'obtenir des moteurs qui vont directement utiliser de l'hydrogène synthétisé. Le laboratoire numéro 3 s'occupera de la production de l'électricité à partir du bihydrogène. Alors, le financement de la recherche et de l'innovation pour des projets d'actualité, tels que le financement des projets sur l'hydrogène en tant que source d'énergie, est une très bonne chose. Nous souhaitons donc que les fonds mis à disposition, quoique modestes, servent à avoir des résultats qui vont permettre aux décideurs de mettre plus de moyens à disposition. Parmi les vecteurs énergétiques potentiellement utilisables, le dihydrogène s'avère être une alternative sérieuse comparativement aux énergies fossiles. Au Bénin, les dispositions sont prises en vue de positionner le pays sur les technologies énergétiques vertes et inciter à la recherche des possibilités de valorisation de ce potentiel énergétique. Donc je félicite très sincèrement les responsables de laboratoires qui ont eu le génie de faire des protocoles qui vont dans le sens de produire et de l'utilisation effectivement de l'énergie. La plupart des pays au monde et surtout les pays développés se penchent dorénavant sur la question des ressources énergétiques, de substitution aux énergies fossiles. C'est ce qui motive le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à créer des pôles de compétences dans la production, la transformation et l'utilisation des énergies du futur pour le développement de notre pays. Tout ceci, du moins, passe par les universités thématiques de spécialité énergétique et le financement de la recherche à travers les travaux de recherche réalisés par des équipes pluridisciplinaires des instituts et laboratoires de notre pays.
Inscrits au rang des projets de la filière des énergies renouvelables, les initiatives ainsi lancées dénotent aussi de l'engagement de l'exécutif à contribuer au développement socio-économique à travers des actions concrètes et innovantes. Les acteurs du secteur agricole en service dans le département de l'Ouémé ont tenu leur revue au titre du deuxième trimestre de cette année 2023. Cette activité a été consacrée à l'évaluation des résultats issus de la mise en œuvre des recommandations formulées l'an dernier. Les travaux ont été lancés par le directeur départemental de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du département de l'Ouémé. Le reportage est signé Emma Rodon. 6 mois après la mise en œuvre des recommandations retenues en 2022 pour l'amélioration du secteur agricole dans le département de l'Ouémé, voici à nouveau les acteurs de ce secteur qui sont réunis pour rendre compte des performances réalisées. Il s'agit de la revue du secteur au titre du deuxième trimestre de l'année 2023. La revue, dois-je le rappeler, reste indéniablement pour nous la meilleure tribune d'échange pour évaluer la performance des acteurs du secteur agricole que nous sommes et aussi singulièrement la performance des filières promues au niveau du département de l'Ouémé qui relève du pôle de développement agricole 7. Des propositions pertinentes sortiront sans aucun doute de vos fructueuses réflexions pour améliorer les performances de chaque acteur, puis des filières, et ensuite pour juguler certaines difficultés qui entravent le développement harmonieux du secteur agricole au niveau du département de l'Ouémé. Les résultats présentés dans les différents sous-secteurs font état de ce que de belles performances agricoles ont été réalisées dans le département de l'Ouémé à la date du 30 juin 2023. Et ceci grâce d'une part aux appuis techniques apportés par la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche aux producteurs et d'autre part à la régularité des pluies. Nous avons une condition de mise en œuvre de la campagne très rayonnante à travers déjà les hauteurs d'eau enregistrées dans le département. À fin juin, on a enregistré une pluviométrie de plus de 700 mm d'eau en 37 jours. Cette pluviométrie a permis le développement des spéculations végétales en général. Donc par rapport au groupe de culture céréales, que par exemple nous avons le maïs, le riz, d'accord, qui sont essentiellement produits chez nous dans l'Ouémé. Nous sommes déjà, pour les perspectives attendues, c'est 4%. La superficie enregistrée déjà à fin juin, c'est une superficie qui augure une bonne perspective pour atteindre l'objectif d'un taux d'accroissement de 4%. Quand je prends les racines tubercules, à savoir le manioc, la patate douce, aussi c'est projeté atteindre un taux d'accroissement de 9% par rapport à la réalisation de la campagne passée. Donc quand on fait le bilan aujourd'hui au 30 juin, je pense que nous sommes déjà proches de ce taux d'accroissement affiché. Les travaux de cette revue vont s'étaler sur 3 jours au bout desquels de nouvelles recommandations seront formulées pour le développement du secteur agricole dans le département de l'Ouémé. Après 5 années de mise en œuvre dans le département du Plateau, comme je vous l'ai annoncé dans la charpente de cette édition, le projet IHSA, entendez activités de service de santé intégrée, a été clôturé. Ces actions ont impacté plus de 800 000 personnes dans le domaine de la santé maternelle, infantile et adolescente. La cérémonie de clôture s'est déroulée dans la commune de Paubert en présence des responsables du projet, du préfet du département. Suivez le reportage. C'est à travers cet atelier de dissémination des résultats obtenus qu'il a été mis fin à la mise en œuvre du projet dénommé IHA, entendez activité de service de santé intégrée dans le département du Plateau, d'une valeur de 314 millions de francs CFA et financé par l'USAID. Le projet IHA, après 5 ans d'opérationnalisation, a notamment permis de réduire la mortalité et la morbidité maternelle, néonatale et infantile dans le département du Plateau. En termes de chiffres, 63 formations sanitaires ont été soutenues par le projet IHA pour un total de 800 000 personnes impactées. Nous avons principalement
agit le long de l'amélioration de la qualité des soins, en particulier les soins pour la mère, les soins pour les enfants, mais aussi la lutte contre le paludisme et la lutte contre les violences basées sur le genre. Aujourd'hui, on est arrivé un peu à la fin de la mise en œuvre de ce projet dans les départements. Je suis tellement contente qu'on ait pu faire autant pendant les 5 ans. On a quand même réalisé pas mal de résultats. Grâce à l'engagement de chacun d'entre vous et à la synergie d'action avec l'équipe du projet ISA, au cours de ces 5 dernières années, nous avons pu mettre en place des initiatives novatrices qui ont amélioré la coordination entre les acteurs de l'administration locale et ceux de la santé et ainsi renforcé l'accès et la qualité des services de santé. Nous ne saurons terminer nos propos sans réitérer la disponibilité du gouvernement américain à continuer à collaborer avec le ministère de la Santé et à faire progresser les objectifs du gouvernement du Bénin, à savoir la mise en place des systèmes de santé solides. À l'heure du bilan, autorités préfectorales et gouvernementales sont plutôt fiers des différents acteurs qui ont pensé et mis en œuvre le projet ISHA. Je voudrais donc porter la voix des populations du plateau pour dire merci à tous les acteurs de la pyramide sanitaire et au gouvernement du Bénin pour la conduite du projet ISHA qui s'achève. Je dis aussi merci à tous les partenaires techniques et financiers qui appuient sans relâche le secteur de la santé dans le département du Plateau, singulièrement ISHA, pour avoir contribué énormément à l'amélioration de la santé des populations et à la lutte contre la pauvreté. Le ministre de la Santé, par ma voix, est reconnaissant de l'apport de ISHA et de la qualité de sa collaboration avec le ministère. Je voudrais particulièrement souligner le rôle clé que ISHA et sa directrice ont joué dans la mise en œuvre de la politique nationale de la santé communautaire. En dehors du département du Plateau, 3 autres départements ont bénéficié du même projet, à savoir les départements de la Liborie, de l'Atakora et de l'Ouémé. La compagnie d'assurance Nobila Assurance met sur le marché un nouveau produit dénommé l'assurance caution, une nouvelle offre qui va davantage se rapprocher des besoins de sa clientèle. L'assurance caution va permettre désormais aux entreprises des secteurs publics et privés de garantir le capital confiance auprès des maîtres d'ouvrage. Le lancement officiel de ce nouveau produit de Nobila Assurance s'est déroulé à Cotonou. Ouliat Sanoussi. L'assurance caution, c'est la nouvelle offre de Nobila Assurance. Ce produit officiellement lancé mardi va permettre aux entreprises du secteur privé comme public de garantir le capital confiance auprès des maîtres d'ouvrage pour l'exécution des travaux et la mise à disposition d'une garantie crédible à la première demande. L'assurance caution, également appelée assurance garantie, est un type de contrat d'assurance où l'assureur est chargé d'indemniser l'assuré au cas où le preneur d'assurance ne respectait pas les dispositions convenues précédemment, pour le dire tout simplement. Il faut dire que la caution était beaucoup plus délivrée par le passé, par les banques et établissements financiers. Le produit assurance caution vient compléter la panoplie des instruments que le législateur économique dans leur relation avec les tiers. À travers l'assurance caution, Nobila Assurance offre aux opérateurs économiques et autres l'opportunité de choisir entre les 4 classes de caution qu'elle délivre selon leurs besoins. Les cautions de marché, de douane, les cautions crédit et la caution professionnelle. Occasion pour la responsable du département Banque Assurance, Nadine Bokossa, de revenir plus en détail sur ces 4 classes de caution, les différents types, les conditions d'éligibilité et les avantages à y souscrire. Lorsque vous décidez de venir chez nous, c'est que nous allons très vite.
il y a de la célérité dans le traitement des demandes. Ensuite, on a parlé du gain de trésorerie. En dehors des marchés, bien sûr, toute entreprise qui exerce une activité réglementée, bien sûr, peut souscrire à la caution. Donc, ce n'est pas seulement dans le cadre des marchés. Nous délivrons, comme je l'ai dit tantôt, des cautions qui sont fiables. Ainsi, l'assurance caution vient pallier la faible capacité financière des entreprises résidentes d'accéder aux appels d'offres et d'affronter la concurrence. Nobila Assurance, à travers son offre, vient compléter la gamme de produits déjà proposés que sont l'assurance des biens, celle des personnes, l'assurance des risques techniques et celle des responsabilités et le produit banque assurance. L'assurance caution de Nobila a reçu l'accord du gouvernement à travers l'octroi de l'agrément par le ministre de l'Économie et des Finances. L'innovation faite par Nobila devrait également inspirer la corporation. Je voudrais que les uns et les autres puissent les soutenir afin de redynamiser le secteur de l'assurance. Moi, je suis sûr que ce que vous voulez entamer là va réussir. Parce que vous avez confié ça à Dieu. Le directeur général de la compagnie d'assurance exhorte les uns et les autres à adhérer au produit caution qui serait l'occasion pour eux de bénéficier d'un package de services personnalisés dans le cadre de leurs relations et de la couverture des autres risques auxquels ils peuvent être exposés dans leurs activités. Ce journal va se refermer avec un nouveau produit également mis à la disposition, cette fois des parieurs par la Loterie nationale du Bénin LNB. Son nom, Loto 5 sur 90 en ligne. Le loto en ligne est une innovation technologique qui facilite désormais la vie aux consommateurs des services de cette institution. Le lancement de ce nouveau loto en ligne a eu lieu ce matin même à Cotonou, au détour d'une conférence de presse suivie d'une caravane. Le point complet avec Clément Achadé. C'est une caravane qui vient annoncer les couleurs d'une innovation légendaire de la Loterie nationale du Bénin. Il s'agit de Loto 5 sur 90 qui existait mais qui réapparaît sous une forme digitale. Et pour présenter le nouveau-né au public, notamment aux parieurs, le directeur général de la Loterie nationale du Bénin face aux médias pour exposer les motivations de cette révolution. Le but visé, c'est de donner plus d'opportunités à nos parieurs, de donner davantage d'occasions de jouer. Donc le passage de 2 tirages quotidiens à 3 tirages quotidiens est le premier élément d'évolution que nous introduisons. Le second élément que nous introduisons, qui aussi est un progrès, je dirais même une nouvelle ère, c'est que jusque-là, nous faisons le réseau, nous faisons le loto à travers un réseau physique, c'est-à-dire des personnes qui détiennent les machines de la loterie, auprès de qui on se porte physiquement pour prendre ces paris qui sont centralisés sur notre plateforme et traités, puis les gains sont libérés. Nous voulons passer à la digitalisation. À cette phase-là, sur nos téléphones, sur notre ordinateur, on pourrait prendre les paris, parce qu'on aurait un portefeuille électronique à cet effet, et on pourrait aussi se faire payer de son gain. Après cette séance d'explication entre la LNB et les professionnels des médias, les caravaniers ont fait le tour de la ville de Cotonou en passant par des points stratégiques. Objectif, annoncer la bonne nouvelle aux citoyens afin de leur permettre de bénéficier des avantages y afférents. Grâce à la conférence de presse qui a précédé la caravane, les inquiétudes ont été dissipées. C'est jouer sans se déplacer. C'est jouer dans le confort de son foyer. C'est jouer de façon discrète pour le profil de la société qui ne daigne pas se porter vers les centres de jeu. En tant que journaliste, je suis convaincu que vous avez un attachement à la communauté et aux acteurs de la communauté. Vous pourriez vous demander à juste titre, et je vous soupçonne de vous poser déjà cette question humaine, généreuse,
Qu'adviendra-t-il des milliers de personnes qui s'occupent de la distribution de nos produits par le réseau physique? Mais alors, rien de mal, parce que le tirage digital cible une clientèle particulière. La rencontre avec les médias a aussi permis au directeur général de la Loterie nationale du Bénin de passer en revue les performances de cette entreprise publique. Avec ces dernières réformes et son réajustement institutionnel, la LNB a réussi à croître son chiffre d'affaires en passant de 10 milliards à 80 milliards de francs CFA. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée sur Canal 3 Bénin.